Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le discours du trône est toujours un exercice particulier parce que le souverain y dresse typiquement le bilan et indique surtout l'orientation. Le discours prononcé hier marque un tournant. Après avoir construit les fondations de son développement, le Maroc est à présent appelé à transformer ses acquis en levier de puissance. Ce changement de vocabulaire est révélateur, un changement d'échelle qui conjugue souveraineté, sécurité, sécurité énergétique, industrie de défense, cybersécurité et hydrogène vert. Autant de secteurs qui définissent en 2026 le rapport de force entre les États. Mais la variable essentielle à cette équation est la stabilité. Elle est présentée par le souverain dans son discours comme un véritable actif stratégique dans une région traversée par les multicrises. Et puis cela ne saura profiter à tout le monde sans l'implication effective du secteur bancaire, appelé lui aussi des vœux de Sa Majesté à contribuer de manière innovante à l'émergence du Maroc. Et si cette montée en puissance se traduit dans le quotidien des Marocains, de Tanger Al Ghouera, de Casa Agressif. On en parle ce soir en compagnie de mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le professeur en finances publiques, notre cher expert, si Hassan Arafi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Avec nous aussi un économiste des territoires. Il est également consultant en stratégie et politique de développement. Tariq Ardim, bonsoir. Bonsoir Madame Hassan, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Et nous avons également le plaisir renouvelé d'accueillir sur le plateau de questions d'actu notre cher Mustafa Sihimi. Bonsoir, professeur Sihimi. Bonsoir. Messieurs, question pour ouvrir la discussion. Que révèle ce discours des priorités nationales? C'est Mustafa Sihimi. Écoutez, c'est un discours intéressant qui déroge par rapport aux autres discours du trône de Sa Majesté le Roi, me semble-t-il. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas simplement un discours sur la mise en relief d'un certain nombre d'acquis sur lesquels on va revenir, mais c'est une mise en perspective d'une stratégie nationale. Je crois que c'est important, qui dépasse l'agenda gouvernemental, là aussi il faut revenir, l'agenda électoral, et qui pose une problématique, celle du Maroc d'aujourd'hui, les atouts qu'il a, mais c'est aussi celle du Maroc de demain, de 2030 et au-delà. Je crois que sur ce plan-là, c'est extrêmement important. Il y a du recul chez le souverain, il y a une distanciation par rapport à la gestion et l'évaluation des politiques publiques, mais il y a aussi des caps et des problématiques nouvelles, des nouvelles qui sont abordées par Sa Majesté le Roi, notamment la question de la stabilité, notamment la question de la stratégie économique, du modèle économique. Sur la stabilité, c'est extrêmement important. C'est un atout. Le souverain dit même que c'est un atout stratégique. Évidemment, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de stabilité. Stabilité qui se décline comment? D'abord sur le plan institutionnel et politique, c'est-à-dire des institutions qui sont là, qui fonctionnent, un agenda électoral qui est respecté, mais aussi une stabilité où il y a l'adhésion de la communauté nationale à une forme de régime et à des institutions. Je crois que c'est important. Et ça fait partie, vous savez, dans les études de risque pays que nous connaissons les uns et les autres, le premier élément fondamental dans le risque pays qui est regardé par les investisseurs à l'étranger, c'est quoi? C'est la stabilité. Stabilité politique, stabilité institutionnelle. Maintenant, il y a également la mise en exergue, je l'ai dit, c'est le deuxième volet peut-être que j'ai retenu le discours de Sa Majesté, c'est le fait qu'il met en relief les acquis, mais il les inscrit dans une approche globale, c'est-à-dire une stratégie qui doit se décliner dans un certain nombre de secteurs. Absolument, mais qu'est-ce qui change véritablement, concrètement, dans le modèle marocain, professeur Arafi? Je présume que Sa Majesté le Roi avait attiré l'attention, ou il a mis en exergue 3 grands infléchissements, points d'infléchissement ou de déplacement qui marquaient le Maroc d'aujourd'hui. Je pense le premier, le passage d'une stabilité politique comme un acquis à une stabilité comme
un capital stratégique et économique. Ça, c'est le premier infléchissement qui est noté. Le deuxième infléchissement, c'est le passage d'une économie résiliente qui cherchait à atteindre un taux de croissance économique soutenable à une économie émergente qui doit chercher sa souveraineté, qui doit chercher un positionnement stratégique à l'échelon international. Le troisième point d'infléchissement, à mon avis, c'est le passage d'une logique de réalisation à une logique d'impact et d'effet, là où il a attiré l'attention qu'il ne suffit pas s'en tenir uniquement à prendre des actions. Il faut secouer le cocotier et être plus créatif dans la mise en œuvre des outils permettant la réalisation de la stabilité économique et aussi de la justice sociale. Je pense que ce sont les trois grands déplacements que j'ai pu remarquer dans le discours royal, tout en notant que Sa Majesté, avec toute sa modestie royale, il a voulu nous dire que la grandeur d'un règne ne se mesure pas à travers la proclamation. Ne se proclame pas, mais il se lie à travers les œuvres qui sont reconnues d'ailleurs à l'international. Les œuvres qui sont accomplies au profit de la population. Oui. Je pense que ce discours il est caractéristique. Il est différent des discours différents parce qu'il combine d'une part entre un diagnostic global, un bilan qui est marqué par l'autosatisfaction et par l'appel à la confiance collective, à l'État marocain, aux efforts qui sont accomplis, et aussi c'est un discours de perspective réformiste qui ouvre des pistes de réflexion et d'action susceptibles d'améliorer la situation actuelle. D'ailleurs, le souverain a utilisé le terme d'autocritique constructive en parlant de la doctrine du pouvoir. Et c'est ça parce que... Un des éléments de cette doctrine du pouvoir. Vous l'avez bien souligné dans votre introductif, c'est qu'on a remarqué un changement de substantif et de terminologie qui... Absolument. L'autocritique, l'autosatisfaction, la confiance... et la confiance et l'optimisme. Le souverain parle d'optimisme qui doit l'emporter sur toute, je cite les termes du souverain, sur toute rhétorique susceptible de nourrir désespoir et frustration. Oui, parce que... Il y a ce discours aujourd'hui. Oui, le négativisme. Le nihilisme. Le nihilisme, Absolument. Le négativisme. Parfois, on met des lunettes noires et on commence à décrire le Maroc. Oui. Alors, on ne peut pas raisonner avec un esprit binaire, que ce soit blanc et noir. Il y a des parties qui sont, que j'appelle moi, pas des zones de vulnérabilité, mais des zones d'amélioration. Et donc, certes, il faut, lorsqu'on fait un diagnostic, une appréciation, il faut que cette appréciation s'inscrit dans la trajectoire de l'évolution du Maroc dans 27 ans. Il y a des progressions, il y a des améliorations qui sont tangibles, tout en reconnaissant, même Sa Majesté il ne lit pas, qu'il y a toujours des choses à améliorer, à développer davantage. À développer davantage pour atteindre cette justice sociale et territoriale. Tariq Rafkin, vous êtes consultant en stratégie politique de développement et également économiste des territoires. Donc, je vais bien évidemment vous interpeller sur ce volet de justice sociale et territoriale évoqué par le souverain hier dans son discours. Mais en connaissant bien les territoires et en connaissant aussi ce récit, n'est-ce pas, pourquoi ne voit-on pas effectivement toutes les avancées que le Maroc a pu réaliser ces 27 dernières années pour une frange de la population aujourd'hui. Effectivement, le souverain l'a rappelé l'année dernière, si vous vous souvenez, pendant le discours du trône, c'est le Maroc à deux vitesses. Exactement. Alors, je voudrais revenir sur le discours de Sa Majesté en rappelant qu'il a pu lier 3 éléments fondamentaux. Premier élément, à mon avis, c'est une philosophie dans la continuité exigeante, c'est-à-dire un discours qui n'est pas né dans l'annonce, mais qui est dans ce qu'on appelle le courage de la tenue des engagements,
la tenue des réformes qui s'inscrivent dans le temps long de la construction justement de l'État-nation. Il a rappelé la nation, c'est elle qui construit les territoires. Et les territoires ont besoin de la nation. Donc en fait, c'est un État en quelque sorte qui ne garde pas que les précipitations, qui ne travaille pas dans l'immobilisme, mais qui s'inscrit dans le temps de la construction progressive de l'État. Le discours repose également sur une redéfinition silencieuse de l'État. C'est-à-dire on n'est ni dans un État, je dirais, providence débordé, ni dans un État minimal qui cherche à se désengager de certaines priorités, mais c'est un État stratège qui garant des équilibres et qui est facilitateur des capacités. Troisième et dernier élément, c'est je vois dans ce discours une certaine pédagogie du réel. C'est-à-dire que la transformation ne se fait pas toujours dans l'annonce, elle se fait dans la construction des fondamentaux de l'État-nation. Et l'un de ces fondamentaux-là, vous avez cité l'État territorial. D'ailleurs, dans le discours de Sa Majesté, il a rappelé que ces réformes-là arrivent avec une certaine progressivité. Ils arrivent pour tenir ce discours de réformisme, c'est-à-dire tenir les grands changements auxquels aujourd'hui le Maroc assiste, notamment celui de la réduction des disparités sociales et territoriales. Bien entendu, il faut faire le lien avec le rythme ou bien la priorisation des problématiques tenues dans le discours. Il a commencé par la dimension économique. C'est elle qui est porteuse de ces transformations. Et à la fin, il a rappelé que pour justement transformer l'économie marocaine, nous avons besoin de faire face aux inégalités sociales et territoriales, notamment avec le projet de l'État social. Quels seront les moteurs, professeur Sahimi, de cette nouvelle phase? Tout le monde a pu relever dans le discours royal que le gouvernement actuel a été cité une seule fois. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a bien deux registres et deux échelles, pour reprendre votre formule de départ. Il y a l'échelle de la gestion gouvernementale, marquée du sceau, tout le monde le devine et le voit, de l'autosatisfaction, partout. Donc quand on écoute le chef du gouvernement actuel, c'est l'autosatisfaction, mais le souverain est dans un autre registre. Il enjambe le bilan de ce gouvernement et il reprend les fondamentaux de ses premiers discours lors de son intronisation. C'est intéressant d'avoir du recul historique. Oui. Je travaille comme vous sur les discours du souverain, vous le savez, depuis 27 ans, et c'est intéressant de voir les axes. Les axes qu'il y a, ils sont toujours distanciés, non corrélés avec l'action gouvernementale. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'un certain nombre de grandes réformes ne sont pas dues aux deux gouvernements successifs, mais par exemple, ce qui a été fait par le souverain pour ce qui est de la santé, pour ce qui est de l'éducation, la réforme de l'éducation, pour ce qui est des territoires. Ce sont des choses qui étaient évoquées dans le discours gouvernemental d'octobre 2021, mais qui n'étaient pas priorisées. Donc il y a là un registre et une échelle particulière au souverain, c'est reprendre en main un certain nombre de grandes réformes qui ont été minorées, sinon évacuées, par les gouvernements en place, et en particulier ce gouvernement. Deuxième observation, ce n'est pas un nouveau modèle de développement. Nous sommes toujours dans un modèle de développement qui, sur le plan doctrinal, philosophique, sociétal, a été fixé dès le début du règne. C'est-à-dire un État, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire les libertés, mais aussi le développement humain, la justice sociale et territoriale. C'est dans tous les discours du souverain depuis 1999. Alors, je réponds enfin à votre question. Maintenant, donc, ce n'est pas un nouveau modèle économique, c'est un nouveau cycle dans notre développement. Comme ça a été évoqué par mon collègue tout à l'heure, il y a une séquence, elle a été ce qu'elle a été, une séquence de gestion, de capacité de résilience, c'est-à-dire de la possibilité de réagir à un certain nombre de situations locales, de crise, du fait aussi de l'environnement international, c'est connu, je ne reviens pas. Maintenant, c'est un nouveau cycle économique qui est mis à l'ordre du jour par le souverain. Ce cycle s'appuie sur un certain nombre de piliers. Il l'a dit d'ailleurs, premier pilier, c'est la souveraineté industrielle, avec la montée en gamme.
Il n'y a pas de développement aujourd'hui, on le sait, tous les économistes sérieux le disent, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas une valorisation de l'industrie. Sauf un certain nombre de cas particuliers dans la théorie économique. Je parle sous le contrôle de mon ami ici présent, sauf Singapour, etc. Mais dans le reste, le développement, c'est l'industrialisation, parce que ça donne une base, ça crée de l'emploi, etc. Alors, il a cité à cet égard un certain nombre de grands acquis stratégiques. Il a parlé des chiffres relatifs à l'industrie automobile et notamment l'intégration locale, également l'aéronautique, deux secteurs qui contribuent à hauteur de 40% à nos exportations, plus que les phosphates, alors que depuis toujours, c'était les phosphates qui étaient le premier chapitre de notre balance commerciale. Il a également évoqué d'autres piliers, la transition énergétique, avec une offre hydrogène vert, c'est extrêmement important, bien sûr. Et puis aussi, alors sur l'hydrogène vert, c'est intéressant. De quoi s'agit-il? Il s'agit aujourd'hui d'un programme d'un million d'hectares. Il y a aujourd'hui 300 000 hectares qui sont opérationnels, dont le foncier qui a été mobilisé avec des infrastructures mutualisées, avec aussi des usines de dessalement, également des ports spécialisés dont Nador et Dakhla, vous le savez. Autre pilier aussi, le problème de la finance. Problème financier. Oui. Le souverain a insisté à ce sujet sur la nécessité donc que ça soit un moteur d'un modèle émergent et il a interpellé, il faut le dire quand même, il a interpellé le secteur financier. On ne peut pas dire qu'il soit particulièrement satisfait de la politique bancaire de nos institutions financières, qui est une politique frileuse, réduisant les risques, alors que nos banques font des super bénéfices, tout le monde le sait. Alors ça, c'est une interpellation. Il a appelé de ses voeux à ce qu'il y ait une mobilisation aussi de l'épargne nationale. Il y a une grande épargne nationale qui est dormante, qui est dans les carnets bancaires et autres, etc., quand ce n'est pas du cash à la maison, etc. Et donc cette épargne-là doit être orientée vers les circuits productifs. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Aussi la nécessité pour les banques d'un financement plus ciblé, notamment pour les PME et les TPME, lesquelles forment 90% du tissu productif marocain, il faut le dire. Mais c'est surtout aussi, et puis les TPE innovantes, type start-up, il faut les aider. Oui, qui ne disposent pas de ce genre de financement. Avec des financements adaptés. Il ne s'agit pas de donner de l'argent à tort et à travers. Il s'agit donc d'un nouveau produit bancaire qui doit être mis en place. Également la dynamisation du marché des capitaux. Nous avons une bourse à Casablanca qui fonctionne, mais son capital, il est de combien? Il est de 1000 milliards de dirhams, si j'ai bonne mémoire. Donc il y a là une nécessité de renforcer donc, le périmètre de cette bourse, mais aussi de conduire les particuliers et les entreprises à se réinsérer dans le marché des capitaux. Là aussi, il y a des réformes. Vous avez parlé de l'équité territoriale, évidemment. C'est un grand dossier qui est soulevé par le souverain. J'ajoute enfin le fait qu'il y a l'économie carbone, l'économie de carbone liée à l'hydrogène vert. Donc voilà des tâches pour le prochain gouvernement. Et ça, c'est peut-être un point sur lequel on va revenir. C'est sûr que j'ai cette question sur la marge de manœuvre pour le prochain exécutif, mais aussi l'héritage pour le prochain gouvernement. Tarek Hardim, vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais juste, très simplement résumer ce qu'a porté Sa Majesté, la vision de Sa Majesté sur cette dimension économique qui a quand même été importante dans le discours de Sa Majesté. La résumer en trois mots-clés, ce que j'appelle moi les 3 R en économie. La première, c'est créer de la richesse. Il a dit qu'il y a 6 secteurs porteurs. Vous avez cité quelques-uns, c'est professeur. Les secteurs de l'industrie pharmaceutique, les secteurs de l'énergie, les branches automobiles et les branches aéronautiques, qui sont porteuses aujourd'hui d'une économie d'échelle importante, dont les externalités commencent à être très positives sur les territoires, notamment le territoire de Tanger et bientôt d'autres territoires. Et puis, un secteur qui reste encore aussi en mouvement aujourd'hui, le secteur de l'énergie, certes, la branche hydrogène vert qui va certainement arriver et qui nécessitera bien sûr davantage travailler sur les structures aujourd'hui financières qui va accompagner cette branche-là, notamment dans la région de Goulemim.
Et donc tout ça montre qu'aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut pour créer de la richesse. Maintenant, deuxième élément, c'est comment anticiper la rationalité de l'État, c'est-à-dire les institutions qui vont accompagner. C'est là où le gouvernement doit intervenir, le prochain gouvernement doit intervenir. Comment, en fait, rendre par les territoires, rendre la rationalité de l'État. C'est-à-dire comment créer... Qu'est-ce que c'est que la rationalité La de rationalité, l'État pour que nos téléspectateurs puissent comprendre aussi. Exactement. Alors la rationalité, c'est faire preuve d'intelligence collective des acteurs de manière à ce que le portefeuille d'activité qui va se développer dans un territoire, il doit être développé grâce au concours de financement qui sortent du financement classique de l'État, budget général d'État. Parce que ce sont des financements qui ne suffiront à peine de payer le budget de fonctionnement des salariés, des acteurs qui vont travailler dans ces projets-là. Donc au-delà du budget de l'État, il faut qu'on puisse davantage être très innovant dans la manière de financer les activités porteuses de richesse dans les nouveaux territoires économiques, c'est-à-dire les territoires économiques, en l'occurrence le Dakhla avec son port, c'est-à-dire Nador également avec son port, les deux ports, et puis les territoires de l'intérieur, la région de Goulmim, la région de Knetra exactement, comment on va piloter les projets stratégiques qui vont accompagner l'industrie automobile, l'industrie aéronautique autour de la région de Tesmelel. Tout ça nécessite en fait une forme de rationalité portée par les nouveaux acteurs qui vont arriver dans le marché, qui vont restructurer la dynamique économique dans ces territoires-là. Troisième élément fondamental, et qui des fois, durant justement, on va dire, ces dernières années, c'est comment gérer la rareté. Non pas seulement par rapport en fait, aux moyens financiers et la manière avec laquelle nous allons chercher d'autres moyens, d'ailleurs d'autres moyens non bancaires, pas seulement bancaires, c'est-à-dire la recherche des fonds à l'international, c'est comment gérer la rareté, comment anticiper les risques, notamment les risques qui sont liés et qui ont un impact sur le risque hydrique, effectivement, les risques naturels. Nous avons vu l'exemple des inondations, l'exemple urbain, dans les problèmes d'incendie, des feux de forêt, etc. Tout ceci a un impact sur la création de la richesse. Donc en fait, si on prend en compte ces trois variables, on pourrait asseoir ce Maroc émergent qui a été rappelé par Sa Majesté. Ce sont des fondamentaux aujourd'hui, auxquels aujourd'hui l'État, bien qu'elle soit aussi aujourd'hui, qui se structure autour des institutions de plus en plus fortes, de plus en plus capables en fait, d'orienter la trajectoire économique du pays, nous avons besoin davantage de nouvelles méthodes, de nouveaux modes d'opérabilité financière, de manière à ce que les stratégies du pays, notamment économiques, ne soient pas déployées que par les secteurs agricoles, qui a été rappelé par Sa Majesté. Certes, une bonne saison agricole, mais davantage anticipée non pas seulement dans le temps court du gouvernement, mais anticipé, exactement. On parle d'anticipation, même dans le temps court, il y a eu quelques, je dirais pas quelques erreurs, mais quelques manquements peut-être, des angles morts, pour rester très diplomatiquement correct. Oui, tout à fait. J'aimerais bien... Oui, je vous laisse finir. Je pense ce sont des transformations. Non, c'est bon. Oui. Ce sont des transformations qui nécessitent justement de construire le récit économique du pays, de construire le récit en termes de trajectoire économique du pays. Et bien entendu, tout ceci nécessite une élite qui va, bien entendu, accompagner cette transformation économique du pays. Nous allons y venir. Nous allons y venir à cette élite. D'accord. Mais avant, il y a un élément très important que vous connaissez que si bien. Il s'agit de finances. C'est Hassan Al-Rafi. Les besoins de financement de cette transformation qu'évoquait Tariq Khadim à l'instant, transformation économique, bien évidemment, doivent être couverts par des moyens de financement, principalement par des ressources nationales. Si vous pouvez développer ce point très important, évoqué hier dans le discours du souverain, qu'est-ce qu'un financement par les ressources nationales de la croissance économique? Je pense, avant de répondre concrètement à votre question, il y a une chose qu'il faut bien clarifier dans le discours royal, qu'il faut la clarifier aussi bien sur le plan politique et sur le plan constitutionnel. Oui. En ce qui concerne la stabilité institutionnelle, c'est que
Il est sous-entendu dans le discours royal que l'action du gouvernement, c'est une action glissante d'un gouvernement à un autre, dans le cadre, sous forme de politique publique, mais dans le cadre des politiques générales de l'État. Exact. Et je pense, il est sous-entendu déjà l'article 49 de la Constitution, c'est-à-dire les politiques générales de l'État qui passent par le Conseil des ministres, et l'article 92, c'est l'action gouvernementale avec l'article. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et je pense que ça explique pourquoi le mot gouvernement a été cité une seule fois, glissé dans un. C'est le symbole de la continuité de l'État. Et je pense que cette continuité de l'État, c'est la continuité de l'action publique. Oui. L'action de l'État marocain, abstraction faite de chaque gouvernement. Et donc le gouvernement, il s'inscrit dans son programme. Bon, ça c'est un point, je pense, qui est important à l'expliquer. En ce qui concerne les moyens de financement, je pense que Sa Majesté, elle était claire. Dans ce paragraphe, il était clair. On utilisait une terminologie très, très précise. Il n'a pas dit « je convie », « nous convions ». Il a dit « nous exhortons ». Le système financier ou les acteurs financiers. C'est plus impératif. C'est plus insistant. Il n'a pas dit « j'appelle » ou « j'interpelle ». Nous exhortons. Signifie qu'il insiste aux acteurs du système financier, Allah yakhlikum, il ne faut pas voir aujourd'hui avec les yeux d'hier. Il est temps de revoir votre approche et vos modes opératoires afin de financer l'économie, tout en sachant que la question de financement de l'économie, c'est parmi les méga contraintes de la croissance au Maroc. Et c'est la raison pour laquelle il y a une épargne nationale. Où est-elle d'abord? Justement, c'est pour ça que je me suis tournée vers l'expert en finance publique. Je vous explique. Qu'est-ce que cette épargne Alors, c'est quoi l'épargne? Et où est-elle? C'est quoi d'abord l'épargne nationale au niveau de la comptabilité nationale? Absolument. Donc, au niveau de la comptabilité nationale, quand on parle d'épargne nationale, ce qui reste de votre revenu qui est consommé. Donc, tous les acteurs du circuit économique, ils dégagent une épargne, qu'il soit une grande épargne, une petite épargne, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises, que ce soit les organismes publics, les collectivités territoriales, les établissements publics ou l'administration d'État. Mais le plus important, je pense, le discours royal a mentionné les investisseurs institutionnels. Et ils ont une épargne importante que je crois, il n'est pas encore bien optimisé. Et il n'est pas au service de financement. Et c'est là où il faut s'arrêter un peu. Parce que les investisseurs institutionnels, ils portent la bourse, hein, avant la bourse. Les investisseurs institutionnels. Non, parce que c'est Srimi, on a parlé tout à l'heure. Il a évoqué le marché boursier national. Je vais revenir sur la question. D'abord, au niveau de la mobilisation de l'épargne, quand je parle des investisseurs institutionnels, ce sont les caisses de retraite. D'accord? C'est la CDG. C'est les campagnes d'assurance, c'est les OPCVM. Et donc, il dégage une épargne nationale, mais où il va cette épargne? Aujourd'hui, Sa Majesté, il leur dit qu'il faut transformer cette épargne nationale en capital patient, en fonds propres, en financement à long terme qui vont être au service des start-up, des PME, etc. Et donc, il leur demande de créer d'autres instruments autres que les instruments classiques, ce qu'on appelle l'économie intermédiaire, c'est-à-dire pour financer votre projet, il faut passer par l'entremise de la banque. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui nous fait revenir à la réforme du marché du capital au début des années 90, où, avec le gouvernement de l'alternance à l'époque, ils ont dit qu'il faut passer d'une économie intermédiaire à une économie désintermédiaire. On peut se financer directement auprès du marché du capital, notamment la bourse et le marché secondaire, qui n'est pas encore fonctionnel. Il est fonctionnel pour les investisseurs institutionnels, mais il n'est pas fonctionnel pour les autres. Il a du mal à décoller, malgré la multitude de nouveaux instruments qui ont été lancés, notamment en 2026. Aujourd'hui, les instruments, Sa Majesté, il leur a dit, parce que le paragraphe
qui concerne cette problématique de financement, il contient 2 volets. Oui. Le volet de l'état des lieux. Absolument. Il a fait l'état des lieux que ce que vous faites aujourd'hui n'est pas suffisant. Vous avez fait un effort, mais il n'est pas suffisant. Il faut. Et le deuxième volet de ce paragraphe, il a dit ne prétendant. C'est-à-dire, il a donné une feuille de route. Il leur demande de créer de nouveaux instruments de financement autres que celles qui sont déjà pratiqués. Par exemple, le marché obligataire. Oui. Le marché obligataire, aujourd'hui, ce n'est pas un marché qui est très expansif. Il est rigide. Il est très rigide, le marché obligataire. Et donc, ça, c'est un financement que le demandeur de fonds, il peut aller directement au niveau du marché de capitaux pour pouvoir se ressourcer. Oui, le problème, est-ce qu'il est dans la rigidité, je reprends votre terme, c'est Srimi, dans la rigidité du marché ou dans la rigidité de celui qui fait recours, qui a recours à ce marché? Est-ce que ce n'est pas la rigidité aussi, je ne généralise bien évidemment pas, du chef d'entreprise? Le chef d'entreprise a également sa responsabilité, parce que qui dit marché obligataire ou ces autres compartiments du marché des capitaux au Maroc, dit aussi un mindset de l'entreprise marocaine, du chef d'entreprise qui va opérer en toute transparence, parce que c'est ce que nécessite ce genre de financement innovant, vous le savez mieux que moi. Le marché de capitaux signifie pas de transparence, pas de marché de capitaux. Ça, c'est oui, c'est un prérequis. C'est axiomatique, comme on dit. C'est axiomatique. Oui. Alors, aujourd'hui, les instruments, on a pratiqué la titrisation, on a pratiqué le capital investissement, oui. Sokok, crowdfunding, etc. Mais il y a le fonds Mohamed VI aussi qui a créé aujourd'hui des compartiments dédiés à la PME, à la TPME. Je peux aller très loin avec vous. Oui. Aujourd'hui, en tant qu'un État musulman, on n'a pas encore optimisé quelques fonds para-étatiques, tels que les habous publics, qui est leur contribution dans le financement de l'économie. C'est important. On voit quelques expériences à travers, à l'échelon international, où les habous publics, ils contribuent fortement dans les financements croisés de l'économie. Les financements participatifs avec Sokok, qu'est-ce qu'ils financent aujourd'hui? Donc il y a zakat aussi. D'ailleurs, en parlant de zakat, le souverain a appelé le Conseil supérieur des oulémas à travailler sur une fatwa accessible pour expliquer la zakat et peut-être aussi... Vous savez, lorsqu'on parle de l'innovation financière... C'est un capital lorsque certaines personnes parlent de l'innovation financière, toujours ils se dirigent vers ce que disait la doctrine occidentale. Oui. Et on cherche des instruments que la doctrine occidentale a pu développer dans le monde capitaliste. Mais on peut être innovatif à travers notre système des valeurs, à travers ce que les Marocains sont aptes à financer. Crowdfunding, il peut être bien développé avec la notion de zakat. Il y a des personnes qui trouvent beaucoup de difficultés psychiques à payer un impôt, il est très volontiers pour payer les zakats. Il faut en profiter. Oui. Les habous publics. Et on a vu que les Marocains par leur nature, ce sont des donateurs. Et s'ils ont la bonne cause, ils peuvent contribuer. Et je pense, ça, là où réside la créativité, je pense. C'est une niche financière, à mon avis, en tant que financier, n'est pas encore explorée. Ce n'est pas du dogmatisme. Moi, je parle comme quelqu'un qui cherche de l'argent. Ce n'est pas hasardeux quand on voit, par exemple, dans les finances qu'on appelle, entre guillemets, islamiques, Citibank, qui est un banque anglais, et c'est lui le premier qui a ouvert un guichet pour recevoir les dépôts. Il dit, bon, ils voulaient un guichet de type islamique, je vais le faire. Mais l'essentiel, c'est drainer une épargne. Drainer cette épargne. Et donc, je pense, le message royal, pour moi, il est très clair. Il faut être innovant. Il faut réfléchir. Il faut s'asseoir, dire que les instruments jusqu'à l'heure actuelle qui sont mis en œuvre pour financer l'économie, ce sont des pilules qui ne sont pas agiles. Il faut chercher d'autres moyens plus innovants. Je pense les moyens qui sont connus chez les financiers, le capital risque, le crowdfunding, etc. Donc, ils ne demandent pas un commentaire particulier, mais il y a des niches qu'il faut les explorer et qui sont capables de drainer une épargne
nationale très, très importante. Et c'est là, je pense, qu'il faut penser dès maintenant à ne pas... il faut, à mon avis, renouveler les élites du système financier. Ah, là, je suis à 2 sur 3 qui parlent de renouvellement d'élites. D'élite et du système. Parce qu'il y a des élections qui arrivent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je pense que le souverain, puisque je disais dans mon préambule, dans le préambule de cette émission, que le discours du trône est historiquement assez particulier. Parce que oui, il y a le volet bilan, n'est-ce pas? Volet perspective. Perspective et direction. Oui. Donc aujourd'hui, enfin plutôt hier, le souverain, je vous donne la parole dans un instant, le souverain a donné l'orientation pour le prochain gouvernement. Mostafa Sahimi, ma première question pour vous, quelles réformes restent incontournables pour le prochain gouvernement pour mener à bien la continuité des réformes déjà engagées par le Royaume, notamment sur le volet social? Le souverain hier a parlé de la continuité, notamment de la généralisation de la protection sociale, etc., de la justice sociale et territoriale, bien évidemment, et d'autres réformes de ce genre. Mais quelles sont pour vous, quelles réformes vous voyez incontournables pour le prochain gouvernement attendu, Inch'Allah, prochain octobre? Le souverain a dit ce qu'il avait à dire avec les indications stratégiques qui ont été relevées. Maintenant, reste la faisabilité et l'implémentation de ces orientations royales qui sont éligibles à une nouvelle stratégie et un nouveau cycle économique. Je vais être nuancé, sinon interrogatif. Nous sommes à moins de 2 mois des élections législatives du 23 septembre prochain. Oui, monsieur. Faut-il compter sur une sorte d'aggiornamento des programmes des partis politiques? Vous les connaissez, les programmes? Vous les avez lus? Je suis curieuse. Vous êtes politologue, Mostafa. Mais je pose la question. Ils sont où? Ma question est de savoir... Où sont les programmes des partis politiques? Je vais vous répondre. Est-ce que vous les... Non, vous devez avoir des indiscrétions, peut-être. J'ai un certain nombre d'indications. Vous êtes bien introduit. Mais mon interpellation, elle est ailleurs. Est-ce que nous aurons droit, pendant la campagne électorale du 10 au 22 septembre, à une présentation travaillée des différents programmes des partis politiques sur la base des orientations royales qui ont été définies? Ma réponse est celle-ci, je n'y crois pas beaucoup. Je le souhaite, mais je n'y crois pas beaucoup. Si bien que nous avons 2 dynamiques. Il y a une dichotomie entre... Eh oui, je reviens toujours à ça, Oui. à 2 niveaux d'analyse. Tout à fait. Nous avons un premier niveau d'analyse qui est institutionnel, qui est gestionnaire, qui est électoraliste, c'est celui des partis politiques. Oui. C'est décrocher le nombre de sièges pour pouvoir participer au gouvernement. Alors, c'est pour ça que j'ai jamais accordé beaucoup d'intérêt et de priorité aux différents programmes politiques, etc., parce qu'ils ont simplement un caractère déclaratif. Oui, mais c'est des promesses. Non, tout le temps, on le sait, souvent les élections là, depuis vous longtemps. remettez en cause la base même de l'exercice démocratique. Ah oui, mais moi j'observe. Moi j'observe. Qui accorde du crédit, un grand crédit, disons, au programme des partis politiques? Les gens ne votent pas au Maroc sur la base des programmes des partis politiques, ils votent suivant un certain nombre d'autres paramètres. Si bien que les partis le savent bien, ils vont présenter un certain nombre de programmes, etc. Mais c'est des programmes qui sont peu significatifs, qui n'entraînent pas d'engagement. Prenez toutes les annonces faites en octobre 21 de le gouvernement. Si, quand même. Si. Oui, un engagement à créer 1 million d'emplois. Ah oui, et ben voilà. C'est une annonce. Par le parti qui a remporté le plus de sièges, rappelons-le, dans l'hémicycle. C'est l'annonce d'un engagement. Je dis bien l'annonce d'un engagement. Et c'est pas un engagement. Voilà, vous jouez dans la sémantique. Oui, non, mais c'est un fait. Donc c'est l'effet d'annonce, mais pas l'effet d'engagement. Oui. Deuxième point, je doute de la capacité du prochain gouvernement qui sera issu des urnes, qui sera formé au lendemain donc des élections de septembre. Je doute de la capacité de ce gouvernement avec ses composantes, 3 ou 4, probablement les 3 actuels, plus une ouverture vers tel ou tel parti, etc. Je doute que dans leur programme d'investiture devant la Chambre des représentants, ils intègrent totalement les orientations royales et les correctifs qui ont été apportés aux politiques publiques.
Est-ce qu'ils sont capables, je le souhaite, mais est-ce qu'ils sont capables d'intégrer dans leur programme jusqu'à 2030, dans ce gouvernement du mondial, vous le savez, donc les orientations définies par le souverain. Le souverain fait montre, il ne le dit pas, mais d'insatisfaction par rapport au bilan. Bien sûr, il y a le bilan, les acquis, etc., mais il reproche aux politiques publiques une insuffisante déclinaison, notamment de développement, notamment social et territorial. Voilà où nous en sommes. Le problème est là. Est-ce que la machine, est-ce que le système partisan tel qu'il va être en place avec le prochain gouvernement va contribuer à fabriquer et à générer la prise en compte d'un nouveau cycle économique? Voilà la question qui est posée. Oui, l'autre question aussi, vous n'avez pas répondu, la réforme. Les réformes incontournables pour le prochain gouvernement. Les réformes, je vais les énumérer. Et justement, les réformes, non, ça a mais été qui dit. s'alignent avec ces orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed. Les réformes ont été évoquées par mon collègue tout à l'heure, etc. D'abord, la consolidation de la stratégie industrielle et la priorité à la montée en gamme. 2, la transition énergétique. 3, la réforme du système financier de crédit, avec le marché des capitaux, bourse, etc. Je vous arrête là. 4, Quel genre de réforme, justement, sur ce volet financier, on pourrait entrevoir à la rentrée ou dans les mois qui suivent la formation du prochain gouvernement, si Rafi? Il y a plusieurs chantiers de réforme. Je vais m'en tenir au chantier économique. D'accord? Oui. Parce que c'est l'économie qui va faire le ruissellement du social. On va demander aussi à Tariq tout à l'heure comment répartir ce ruissellement sur les territoires. Alors, au niveau économique, aujourd'hui, on a une problématique triptyque. À mon avis, si on fait le topo de l'économie marocaine. Il y a le problème de la productivité totale des facteurs, qu'il faut la renforcer. Si on a des facteurs de production, il faut qu'ils soient optimisés. 2, le travail, le capital et l'infrastructure. Effectivement. Deuxièmement, problème de la compétitivité de l'économie nationale. La compétitivité, c'est un écosystème. La justice, le climat des affaires, etc., etc. Et le troisième, c'est le financement. Alors aujourd'hui, le financement de l'économie. Oui, alors dans la réforme, dans ces réformes-là, on a une qui touche à la justice, tantôt d'ailleurs ce code pénal. Oui. Alors, si on peut vous les nommer. Bon, d'abord, la grande réforme, je n'appelle pas, ce sont les enjeux qui pourraient conduire à des réformes. Ah, des politiques publiques. Des politiques générales de l'État. De l'État. Pas uniquement des politiques publiques, parce que jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas une définition juridique de politique publique. On a une définition doctrinale, quand on l'interprète, ce sont des politiques sectorielles. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le pouvoir constituant a fait la distinction entre politique générale de l'État, qui signifie les méga-politiques de l'État, et les politiques publiques. Ça, c'est une vision. C'est une vision. Et je pense que ça a été compris d'après le discours royalien. Alors aujourd'hui, le grand problème du Maroc, c'est la justice sociale. Et surtout qu'on a une monarchie sociale. Article 1er de la Constitution. La première des choses, c'est la justice. Ça a été dit dans le discours royal de l'année passée. On ne veut pas un Maroc à 2 vitesses ou à multivitesse. On ne veut pas de la popularité au niveau du Maroc. C'est-à-dire que vous avez 2 citoyens qui vivent parfois dans la même ville, mais ils ont un accès différent aux services de base, la santé, l'éducation, etc. Alors, la première des choses sur lesquelles... Alors, la justice sociale passe d'abord par l'économie, par le ruissellement, c'est l'investissement qui doit créer. On ne veut pas un État de l'assistanat. On veut un État social, au vrai sens du terme. C'est-à-dire, il faut appuyer l'investissement, et c'est l'investissement qui va ruisseler la croissance. Et on ne veut pas une croissance économique, uniquement un chiffre, mais on veut une croissance économique qui trouve son impact au niveau du citoyen vécu. Et donc, ça c'est comme ce qu'on appelle la polarisation. Au lieu c'est comme vous allez réparer une horloge, ou là une horloge. Donc, il faut chercher le pôle le plus important qui va faire tourner tous les rouages. Et donc, le rouage le plus important au Maroc, c'est la justice sociale. La justice sociale signifie la régionalisation, signifie la croissance économique, signifie la redistribution. Justement, comment mieux répartir les fruits de la croissance? Tariq Ardim, on finira avec cette question. Très rapidement, je voudrais dire quelque chose. Je pense, juste après ce discours, à mon avis,
il faut tenir des assises pour repenser toute l'architecture financière et bancaire, c'est-à-dire en fait sur les marchés de capitaux, sur les marchés financiers, sur le rôle de la bourse, et les temps. sur le rôle de la bourse également, sur la question. Il y a eu des initiatives, mais effectivement Il faut aller jusqu'au bout. pas sous forme d'assises qui devraient mener à une réforme en profondeur, comme ce fut le cas dans les assises de la fiscalité. Exactement. Oui, et les assises de la régionalisation, d'ailleurs, on en attend les fruits. Au niveau du marché de capitaux, depuis 1993, on n'a pas. Le texte n'a pas changé. Je pense il y avait quelques. Mais le texte n'a pas changé. Moi, j'ai ressenti qu'il y a des centres d'intérêt trop puissants au niveau du système financier. Parfois, ils n'ont pas intérêt que ça change. Oui, des réticences. En tout cas. Et cela n'engage que vous. D'ailleurs, oui, donc c'était pour dire que aujourd'hui, l'émergence du Maroc doit nécessairement partir des territoires. Et pour qu'il puisse partir des territoires, il faut qu'il y ait un État qui facilite les capacités. Et ces capacités n'existent que par une élite capable d'accompagner les transitions qui se forment au niveau territorial. Vous parlez de ruissellement, effectivement, pour qu'on puisse s'inscrire davantage dans des chaînes de valeur continentales et pourquoi pas mondiales, notamment dans les secteurs porteurs de richesse en termes de redistribution, il faut effectivement rendre possible ces capacités, ces approches capacitaires. Et pour qu'on puisse le faire, nous avons besoin d'une élite de l'État, d'ailleurs, une élite réformiste de l'État, capable d'affronter les challenges que nous aurons au niveau national et capable de les former en plan d'action maîtrisable dans le temps et dans l'espace, de manière à réaliser ces contrats de performance, de manière à réaliser les performances économiques au niveau territorial. Mais à cet égard, d'ailleurs, le souverain a insisté sur la nécessité d'une mise en œuvre efficiente des programmes de développement territorial intégrés. Et je cite les termes tout en assurant qu'ils englobent toutes les régions sans exception aucune. Exactement. Donc en fait, c'est la réforme de la continuité exigeante telle qu'elle a été développée par Sa Majesté il y a 1 an. C'est aller au-devant de la scène. Il faut mettre en place les plans d'action nécessaires pour accompagner les territoires qui sont encore en marge des politiques générales de l'État, qui sont encore en marge des politiques publiques telles qui ont été déclinées par les acteurs territoriaux, et accompagner les territoires vers beaucoup plus de réformes qui touchent la dignité du citoyen. C'est très important parce qu'il a été souligné dans le discours de Sa Majesté quand il a souligné la question de la dignité, de liberté dans le choix dans le choix de chaque citoyen en matière d'accès aux ressources nécessaires, aux ressources de base, de manière à ce que le citoyen qui est très loin de la capitale, très loin des ressources, parce que des fois, pas seulement ce lointain n'est pas seulement en termes de distance, la distance elle peut être aussi sociale, elle peut être aussi psychique, c'est rendre capable les territoires par cette habitabilité. Quand Sa Majesté a rappelé ça par la dignité, il a rappelé cette habitabilité, c'est rendre habitables les territoires. Pour qu'on puisse rendre habitables les territoires, effectivement, je me rejoins à l'idée du ruissellement, davantage travailler sur ces territoires-là économiques, de manière à accompagner ce Maroc émergent dans ces territoires. Oui, on me signale que le temps de l'émission est terminé. Un mot ? Un mot ? Bien sûr. Au final, 2 questions. La capacité d'une volonté de réforme, du volontarisme et en même temps retour à la politique. Parce que nous avons tous ces débats-là parce qu'on a stérilisé largement d'ailleurs la politique. Il faut que le débat national redevienne éminemment politique. C'est ça le débat national et c'est ça qui est de nature donc à entraîner l'adhésion. C'est ce que nous souhaitons et nous aspirons justement à reprendre le débat, notamment politique, avant même les élections en septembre prochain. Et bien sûr, vous ferez partie du débat, certainement, dans le cadre de questions d'Axel Mustafa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Si Hassan Arafi. Merci encore une fois. Merci à vous également. Tariq Khdim. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.